Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, bon, déjà, je vais vous présenter brièvement l'oral. On va parler de comment j'anticipe mon passage, qu'est-ce que je dois faire, comment je me prépare. On va parler du stress et des outils concrets pour lutter contre le stress, donc avant l'oral et aussi pendant l'oral. Quelle est la posture à adopter le jour J devant le jury et se préparer aux différentes questions. Donc, je vais vous présenter des questions concrètes et comment répondre à chacune des questions. Allez, on est parti, on a un beau programme. Alors, déjà, l'oral de la VAE. Pourquoi passer un oral? Maintenant que vous avez écrit un beau livret 2, on se dit: «Bah, ça peut suffire». Eh bien non, l'oral sert à vérifier que vous êtes bien l'auteur, de ce livret 2 et ça va permettre au jury, de voir si vous avez vraiment les compétences et que vous maîtrisez, les apports théoriques attendus pour ce diplôme. Donc, au travers des questions et des réponses, le jury va essayer de voir quelle est votre approche professionnelle, quelles sont vos valeurs et quelle est votre posture. L'idée du jury, c'est de vraiment percevoir la personne pro, que vous êtes sur le terrain. Donc, c'est pour ça que dans le livret 2, il y a beaucoup d'exemples très concrets et une grande partie de l'oral va être sur votre expérience. Donc, vous allez devoir aussi raconter d'autres situations très concrètes que vous avez vécues et comment vous vous êtes positionné à ce moment-là. L'entretien, il va se dérouler en 2 temps. Premier temps, c'est la présentation. Donc une présentation qui dure entre 5 à 10 minutes. L'idéal, c'est de durer entre 7 à 8 minutes quand on s'entraîne parce que le jour J, eh bien, avec le stress, on peut parler plus vite ou moins vite, hein, ça dépend vraiment des profils. Donc quand moi j'ai des candidates qui s'entraînent et qui me font, 10-11 minutes, je vais les inciter à réduire leur présentation, parce que malheureusement le jury peut les couper. Donc c'est toujours mieux, voilà, de commencer quand même l'oral en étant sûr de sa présentation et en évitant d'être coupé par le jury. Donc vraiment s'entraîner, on va en parler, hein, en détail de la présentation. Ensuite, le deuxième temps, ça va être des questions-réponses. Donc en général, c'est 45 minutes de questions-réponses. Ça peut être moins long. En fait, c'est en fonction du, nombre de blocs à valider. Si votre deuxième ou votre troisième passage et que vous avez qu'un bloc de compétences ou 2 à valider, vous pouvez passer que 20 minutes. Ça dépend aussi du diplôme. Les CAP petite, hein, AEPE pardon, passent 30 minutes. Auxiliaire et éducatrice, c'est plus sur 45 minutes de questions-réponses pour le premier passage. Et enfin, le jury. Le jury est composé au minimum de 2 professionnels qualifiés dans la profession. Ce ne sont pas forcément des personnes qui ont le diplôme, mais ce sont des personnes qui ont une expérience de la VAE. Je pense notamment au CAP AEPE, il peut avoir des professeurs, d'histoire, enfin des personnes qui n'ont pas le, CAP en question. Par contre, pour auxiliaire ou éducatrice, là, le jury, a en général, le diplôme qui est visé par la candidate. Voilà pour déjà, les petits éléments de base de l'oral. Alors ensuite, anticiper son passage. Donc que faut-il faire quand on va avoir, la date ou même si on n'a pas la date, qu'on sait qu'on va passer, dans quelques mois, déjà commencer à anticiper. Donc, première chose, ça va être de relire attentivement son livret et de le relire plusieurs fois pour bien connaître ses situations, remettre à jour, par exemple, sur les prénoms, parce qu'on aura changé les prénoms pour respecter le secret professionnel. Donc, de se remettre vraiment dans chaque situation quel prénom j'ai utilisé. On peut se mettre des petites fiches mémo et d'avoir en tête quels propos et quelle posture j'ai expliquer parce qu'il va falloir les argumenter à l'oral. Donc c'est important quand vous allez vous positionner devant le jury, d'avoir déjà en tête tout ce que vous avez écrit et pas se dire: «Je l'ai envoyé, c'est bon, on verra le jour de l'oral». Non, non, il faut le relire attentivement. Il va être aussi important de relire le référentiel que vous avez normalement étudié et ça a été votre base pour écrire votre livret 2. Mais c'est bien d'avoir en tête les compétences qui sont attendues, car le jury va avoir des critères d'évaluation, donc sous forme de tableau et il va cocher dès que vous allez, parler, des compétences attendues dans le référentiel. Donc c'est très bien si instinctivement vous les connaissez et que vous répondez et vous arrivez à lier les différentes compétences en fonction des questions que le jury vous pose. Donc pour ça, c'est pour ça qu'il est important de l'avoir en tête.
Préparer aussi des fiches de révision, des définitions, des théories. Donc ça va être dans la relecture. N'hésitez pas à stabiloter tous les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas par cœur. Si vous avez parlé d'un érythème fessier, hop, on va chercher une petite définition. Vous avez parlé d'un détergent, petite définition. Vous avez parlé de la PMI, eh bien, petite définition. C'est pas le tout de savoir ce que signifie PMI, mais quel est le rôle de la PMI. Donc voilà, de se faire des petites fiches de révision, d'acheter aussi des annales sur le diplôme que vous allez présenter pour pouvoir relire un petit peu ce qui est attendu et ce que les personnes qui suivent les cours et la formation initiale euh, ont travaillé pendant leur année d'études. Et enfin, préparer sa présentation. Moi, j'ai des candidates qui m'ont déjà dit, je vais y aller au talent parce que je suis assez à l'aise à l'oral. Eh bien, en fait, je déconseille. C'est toujours mieux de commencer son oral en ayant préparé de manière concise et je vais vous expliquer plus en détail comment préparer cette présentation. Donc, avec Gazouille, si vous avez pris l'accompagnement, on vous accompagne sur la présentation. Moi, j'accompagne plusieurs personnes et on refait vraiment ensemble la présentation, phrase après phrase, et on voit l'énergie, l'émotion qu'il y a derrière, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qu'on enlève. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. La grosse question pour la présentation et la principale contrainte, ça va être le respect du temps. Pas plus de, on va dire, 7-8 minutes, parce que le jury va le notifier. Il va regarder à quelle heure vous prenez, la parole et à quelle heure vous terminez. Donc il y a des jurys qui peuvent vous couper la parole, puis il y en a d'autres qui peuvent juste noter que vous avez déjà commencé votre oral en ne en 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 ne pas respectant la consigne du temps. Donc ça, faire attention et être vigilant. Le meilleur moyen d'être à l'aise, c'est bien sûr de bien la préparer, donc de s'entraîner à refaire sa présentation, s'enregistrer, le faire devant un miroir, le faire devant son conjoint, le faire devant des amis, donc essayer au maximum de s'approprier sa présentation. Moi, ce que je faisais, c'était la faire en marchant. En fait, quand on marche, le corps évacue le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et donc, du coup, si on le fait face à un miroir, on va être beaucoup plus stressé que si on le fait en marchant. Donc, quand on a bien écrit sa présentation, ne pas hésiter quand on se balade de la refaire et c'est là où il y a d'autres idées qui vont nous venir en tête et on va plus intégrer parce qu'on n'a pas forcément le papier sous les yeux. Donc vraiment, essayez de la faire au maximum quand on se balade. Alors maintenant, de quoi est composée la présentation? Eh bien, une intro, un développement et une conclusion. Donc l'introduction, vous allez raconter qui vous êtes, votre niveau d'études, ça peut être très bref. Ça dure, à peu près 30 secondes. «Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants et je suis assistante maternelle depuis 15 ans». Voilà, c'est ça une intro. Et ensuite, on va passer au développement. Donc c'est la plus grosse partie et le développement, on va dire: «Beh, maintenant, je vais vous raconter mon parcours professionnel». Donc vraiment, on fait une petite phrase d'introduction et on commence à raconter les différentes expériences qu'on a vécues. Chaque expérience est importante de relier au référentiel. Donc on va personnaliser, ce qu'on va dire. On va pas tout dire dans les expériences pro, mais on va les choisir. Si par exemple vous passez le diplôme d'AP et que vous avez, fait de l'accueil téléphonique, eh bien vous pouvez dire: «Cette expérience de 10 ans dans l'accueil téléphonique m'a permis de développer le sens du contact, de m'adapter à mon interlocuteur. Chaque fois que je devais finir un appel, je laissais la personne avec le sourire». Donc là, on voit bien que vous êtes une personne qui avait le sens du contact et qui est adaptable, qui sont des compétences importantes pour être une bonne professionnelle de soins. Si par exemple vous avez travaillé dans une grande surface, eh bien vous pouvez dire: «J'ai respecté des protocoles d'hygiène, j'ai vérifié le stock, j'ai géré des conflits», si vous avez un peu managé l'équipe, organisé les plannings et tout ça, ce sont aussi des compétences qui vont être attendues dans le diplôme d'auxiliaire ou le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Donc ce qui va être important dans le développement, ça va être de faire du lien entre vos expériences et le référentiel et de présenter aussi votre cheminement, de dire toutes les compétences que vous avez acquis au cours de ces différentes expériences. Notamment, j'ai appris à me remettre en question, à réfléchir, avec cette formation, à changer ma pratique. Je suis aujourd'hui beaucoup plus organisée, je suis beaucoup plus dans l'observation. Donc voilà, de montrer quel professionnel vous êtes devenu grâce aux expériences et grâce à ce que vous avez vécu. Par exemple, de dire: «Cette expérience», si vous avez raconté, par exemple: «J'ai fait un stage en école maternelle, cette expérience m'a permis d'apprendre à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
J'ai appris à argumenter, à défendre mon propos, à des fois, juste, me fier à la majorité, à écouter, les conseils de mes supérieurs hiérarchiques. Enfin voilà, donc du coup, de bien mobiliser tout ce que les expériences vous ont apporté. Et enfin une conclusion. Une conclusion où vous allez rappeler vos motivations et pourquoi aujourd'hui vous voulez ce diplôme. Et à la fin de la présentation, c'est très important de remercier le jury. Je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse me questionner sur mon livret 2. Ce que je conseille à chaque candidate, ça va être de refaire une trame avec les points clés. Vous pouvez commencer par écrire votre présentation, mais le jour J, vous n'allez pas venir avec votre présentation parce qu'il suffit qu'il y ait du stress, qu'on soit toute tremblante, on ne va pas lire la présentation. Donc une trame avec les points clés, 5, 6 points clés, des mots aussi que vous ne voulez pas oublier. Et aussi, ce qui peut être important à connaître par cœur, c'est les phrases de transition d'une expérience à l'autre. Parce que dans ces phrases de transition, vous allez mettre beaucoup d'émotions et beaucoup d'énergie. Et après, vous allez plus raconter les expériences. Alors, on continue sur le stress. Donc le stress, ça sert à quoi? Et pourquoi c'est utile de sentir un peu de stress? Donc le stress, en fait, c'est l'effort d'adaptation de l'organisme à, toutes les sollicitations. Donc, se présenter devant un jury, c'est une sollicitation qui est importante et qui va nous demander beaucoup d'énergie, surtout en fonction de, ce qu'on imagine de l'événement. Donc si c'est un diplôme qu'on a attendu toute sa vie, forcément, ça va nous mobiliser beaucoup d'énergie, beaucoup de pensées et du coup, beaucoup de stress. Donc le stress, il sert à préparer le corps à l'action. Comme un chanteur qui va faire un concert, eh bien, il y a du stress, même des très grands chanteurs, hein, si on écoute des interviews, ils ont tous le trac avant de passer sur scène ou un sportif avant une compétition, pareil, il va avoir du stress, mais c'est ce qu'on va appeler le bon stress qui va nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors ça, c'est le bon stress, mais derrière le stress, il peut avoir aussi des croyances et des fantasmes paranoïdes. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est, des pensées qu'on a sur nous et qu'on n'a pas que forcément au moment de notre passage à l'oral. C'est des pensées qu'on a eues toute notre vie, qui peut être notamment, «Je suis nul», «Je ne suis pas à la hauteur», «Je ne suis pas légitime», «Je n'ai pas d'intérêt». Toutes ces petites phrases négatives qu'on se dit et qui vont augmenter notre stress. Ça, ce sont des croyances, ce sont en fait des valises, des blocages, des traumas que souvent on trimballe depuis notre enfance qui vont ressurgir au moment où on doit faire un effort, où on doit, mobiliser des compétences. Et les fantasmes, ça va être notre interprétation de la réalité qui vont venir conforter nos croyances. Si par exemple, je vous donne un exemple rien à voir avec l'oral, toute, votre vie, vous vous êtes dit: «Je ne sais pas me faire des amis, je ne sais pas rentrer en interaction avec les gens». C'est une croyance que vous avez mis en place depuis petite parce que peut-être vous n'arriviez pas à parler avec vos frères et sœurs, vous n'aviez pas beaucoup d'amis. Et bien du coup, les fantasmes, ça va être quand vous arrivez quelque part et bien vous allez bloquer sur 2 personnes parlent entre elles, elles me regardent ou j'arrive vers elles et elles se retournent. Et du coup, c'est notre interprétation. Du coup, le jour de l'oral, tout ce qu'on va regarder du jury, ils me jugent, ils se disent que je suis incompétente. «Oh là là, il a fait un petit sourire, il n'a pas compris ce que je veux dire». Ce sont des fantasmes. Donc c'est important d'aller identifier déjà à l'avance ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui nous stresse autant pour ce jour de l'oral? Donc ça, c'est vraiment moi un travail que je fais quand j'accompagne mes candidates à l'oral, d'aller, chercher qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que vous vous dites? Et quelles sont les sensations, pour ne pas faire abstraction et vraiment pouvoir parler et comprendre parce qu'en fait, ce stress nous envoie un message. Ça va être important, voilà, d'essayer de comprendre ce qui se passe pour nous et ça va être difficile à supprimer, mais on peut l'atténuer en le rendant plus supportable avec différentes techniques et du coup, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Enfin, je vais vous montrer et on va en parler. Donc déjà, la première chose pour gérer son stress, ça va être la respiration. On l'entend beaucoup, hein, une respiration profonde permet de gérer le stress et de se recentrer sur soi. Moi qui suis par exemple assez sujette aux insomnies, il me suffit pendant une insomnie de m'allonger bien tranquillement sur le dos et de commencer à faire deux, trois grandes respirations. Immédiatement, je vais me mettre à bâillir. Immédiatement, le corps s'apaise et on va arrêter de faire tourner le petit vélo qu'on a dans la tête. Donc respirer, faire de la cohérence cardiaque, c'est vraiment
très, très important. Pour le jour de l'oral, chaque fois que vous allez respirer, le jury va respirer aussi. Par exemple, là, si d'un seul coup, je prends une grande respiration, eh bien, je suis sûre que vous, derrière votre écran, vous avez respiré aussi. La respiration, elle permet d'intégrer ce qui vient d'être dit. Et la respiration, elle permet aussi à l'interlocuteur de faire une petite pause. On n'est plus en alerte de: «Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que je dois répondre?» On fait une petite pause. Donc c'est très important aussi pendant le jour de l'oral de faire des pauses. Donc en amont déjà de se préparer, il y a plein de façons différentes de respirer. J'en avais noté une, je voulais vous faire une petite expérience, c'est la respiration avec le mouvement des bras. Donc je vais vous inviter, on va faire ça juste quelques secondes. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et positionnez vos bras le long de votre corps. À la première inspiration, vous allez tendre vos bras et les monter jusqu'au-dessus de votre tête. Allez-y. Et quand on expire, on descend les bras le long du corps. Au début, on le fait naturellement, on recommence. Et après, on va le faire de plus en plus doucement. Et vous allez répéter ce mouvement une dizaine de fois. Donc là, on ne va pas le faire, c'était juste pour vous montrer l'exemple. Et immédiatement, il y a quelque chose qui se calme et qui s'apaise. Donc, ne pas hésiter à regarder différentes techniques de respiration. Là, je vous ai proposé celle avec les bras, parce que moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et qui a besoin aussi, en plus de la respiration, d'utiliser les mouvements. Donc, je vous invite, si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui bloque un peu votre respiration, d'aller regarder des exercices de respiration, mais aussi de relaxation. Il y a plein de relaxations, de méditations guidées sur internet qui existent et qui aident vraiment à gérer son stress. Je pense notamment à Cédric Michel, qui fait des méditations guidées sur le lâcher-prise, l'estime de soi, moi qui m'ont beaucoup aidée. Il a une voix incroyable, donc je vous invite à aller regarder. Et j'ai découvert aussi un hypnothérapeute, alors je ne sais pas si on voit bien, c'est Benjamin Lubczynski. Donc je dois écorcher son nom, je suis désolée. Et lui, il travaille beaucoup autour d'histoire et c'est vraiment incroyable. Moi, ça m'a permis, de dormir les soirs de grosses insomnies, et son bouquin est super sur la gestion du stress. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes stressé, à aller le découvrir. Et j'ajouterais les références du livre au besoin sur le mail replay, parce que quand tu l'as mis juste devant la caméra, enfin Google a considéré que la personne devant était un petit personnage et on voyait que ça, Ah mais OK, pas le d'accord. titre au-dessus, donc c'était un peu surprenant. Donc je le rajouterai dans le mail replay pour ceux que ça intéresse, ouais, OK, bah, je pourrais aussi le mettre à la fin, quand on répondra aux questions. carrément. Ensuite, la visualisation positive. La visualisation positive, elle se permet de se projeter, dans les conditions positives et du coup, ça n envoie un message positif au cerveau. On va, permettre, au cerveau de se dire que je vais réussir et le cerveau va croire qu'on va réussir. Le cerveau, il ne peut pas avoir 2 pensées opposées en même temps. Il ne peut pas se dire: «Tu es nul, tu n'y arriveras pas» et «Tu es la meilleure et tu vas réussir». Donc, c'est vraiment d'aller envoyer un autre message. Moi, par exemple, quand j'accompagne mes candidates à l'oral, je fais des visualisations positives où je vais les amener dans un état de relaxation avec une image de la nature, un souvenir positif et des phrases de visualisation positive. Je peux vous en donner deux, trois. Je ne vais pas vous faire la visualisation positive là maintenant, mais par exemple, lorsque le jury va te poser une question, tu prends quelques secondes, le temps de réfléchir. Tu réponds clairement en étant synthétique. Les mots et les réponses te viennent naturellement. Tu es souriante, tu es à l'aise, tu es débarrassée de ton stress. Et voilà. Et donc, du coup, je propose à mes candidates une visualisation positive et j'invite aussi à pouvoir le refaire le soir dans son lit. On ferme les yeux et on s'imagine réussir et on voit que des bonnes vibes et que du positif. Ensuite, ce qui peut aider aussi, c'est l'exercice physique. Donc ça, c'est une activité formidable pour évacuer le stress parce que le cerveau, il va libérer des endorphines. Du coup, ce sont les hormones du bonheur. Donc, quand on va faire des exercices physiques, ben, ça va nous procurer de sérénité et bien-être. Et du coup, on sera beaucoup moins stressé. Donc, le sport, ça va vraiment permettre de recharger les batteries,
de se défouler, mais aussi de penser à autre chose et de ne pas se focaliser que sur l'oral. Donc de se donner des petits soirs où je révise et des petits soirs où je vais faire du sport pour pouvoir me détendre. Booster son alimentation et essayer des médicaments à base de plantes. Parce que quand on est stressé, on peut perdre l'appétit ou faire des crises de boulimie. Une alimentation saine et équilibrée, ça permet aussi de résister au stress. Manger des protéines, des fruits, des légumes, des céréales, des acides gras et des oméga 3. Les oméga 3, c'est ce qu'on trouve dans le poisson, les huiles, les noix. Les oméga 3, en fait, elles vont être très, très bonnes pour lutter contre le stress parce qu'elles vont ralentir l'action du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, quand on dit bien manger, bien dormir et faire du sport, c'est vraiment hyper important quand on est dans une situation où on va vivre un grand stress. Médicaments à base de plantes, déjà, ça peut être des super aliments, des graines germées, des jus de légumes, mais vous pouvez aussi, prendre des huiles essentielles, des fleurs de bague, des tisanes. Je vous laisserai voir avec des professionnels, vraiment du sujet parce que moi, je ne suis pas vraiment professionnelle sur ce sujet-là, donc je ne peux pas vous conseiller. Mais, je sais qu'il existe plein de choses, naturelles pour nous aider à gérer le stress. Et enfin, si vous avez identifié qu'il y a des croyances limitantes et des fantasmes paranoïdes qui viennent de votre petite enfance, ne pas hésiter à faire appel à des professionnels qui vous aident à gérer le stress. L'acupuncture, l'hypnose, vous pouvez aller voir aussi un kinésiologue, ostéopathe pour travailler sur le corps, pour être plus souple dans le corps et mieux ressentir du coup ses émotions, faire de la sophrologie, aller voir un psychothérapeute, hypnothérapeute. Moi, je suis praticienne en EMDR et je fais, dans l'accompagnement à l'oral, des séances de EMDR sur la gestion du stress. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont pu faire des séances avec moi, n'hésitez pas à partager, mais à la fin de la séance, les candidates sont très apaisées et elles n'ont pas le même discours qu'au début de la séance, où elles me disent: «J'ai peur, je me sens jugée», et à la fin de la séance, c'est: «Je suis capable, j'y vais». Donc n'hésitez pas si vous, connaissez des professionnels, qui peuvent vous aider sur le stress. Ensuite, on va parler de la posture à adopter devant le jury. Première chose, sourire. Essayez au maximum, même si on a du mal à sourire, d'être positif dans notre façon de répondre. Donc pareil que ce que je disais là tout à l'heure, à la question d'Anaïs, dans la présentation, on va être positif et on va parler que de choses qui nous ont apporté et on ne va pas, se bloquer sur les échecs. Faire attention à son attitude non verbale, donc les gestes, le regard, comment on occupe l'espace, quelles sont les expressions du visage. Si on ne comprend pas une question, on ne va pas faire «hein», on va plutôt être, heu, dans une interrogation avec les yeux, mais on ne va pas trop singer, on va rester, très professionnel dans son attitude. Vous pouvez bouger. Si vous sentez enfin bouger, c'est un c'est un bien grand mot. Si vous sentez que vous êtes plutôt figé, plutôt dans le stress, et que vous avez du mal à avoir le sourire, il vous faut peut-être des petits mouvements comme des petits doudous. Donc moi, ce que je conseille à mes candidates, ça va être de se faire des petits câlins de pouces. Donc on cache ses pouces derrière ses mains, comme ça. Donc on met ses mains devant soi sur le bureau et avec son pouce, on va appuyer. C'est un peu pour les personnes qui ont des petits tics nerveux de: «Je vais toucher mon bouchon, je vais me balancer sur la chaise, je vais, bouger un petit peu le haut du corps». Donc là, ça nous fait un petit contact sans que le jury le voie et en fait, cette petite pression, ça permet de ne plus nous centrer sur toutes ces phrases négatives et de nous faire du bien. On peut faire aussi du crawling. Le crawling, c'est avec les doigts de pied, donc là, vous mettez bien vos pieds au sol et donc ça va être juste de bouger les doigts de pied. Je vous invite à le faire pendant que je vous parle et donc ça peut être très bien entre chaque question. Parce que pendant qu'on répond à la question, on ne va pas penser à faire du crawling. Mais on vient de finir de répondre, le jury cherche une prochaine question, le jury pose sa question et hop, on se fait un peu de crawling, on recroqueville les pieds. Je sais que vous êtes toutes en train de le faire et en fait, ça fait du bien parce qu'en fait, on défige un peu le corps parce que vous n'allez pas pouvoir vous lever entre les questions. Vous allez pouvoir faire des respirations, boire un petit peu d'eau, mais au niveau des mouvements, vous pouvez faire ces petits mouvements. Ce qui va possiblement vous ramener le sourire et vous dire: «Je fais du crawling et je souris». Voilà. Tic tic. Ensuite, faire preuve d'écoute. Donc écouter, ça veut dire se taire et se centrer sur l'autre. Respecter les silences. Le jury peut chercher sa question, ne pas, combler le vide ou ne pas interrompre et s'intéresser à ce que le jury dit. Si par exemple vous avez donné une réponse et que le jury vous dit: «Ah oui, moi je voyais les choses comme ci, comme ça», vous dites pas oui ou non. Vous commentez
ou vous approuvez, mais vous n'êtes pas dans une réponse courte. On essaye, de vraiment être dans un échange. Et si vous n'avez pas compris la question, n'hésitez pas à demander au jury de la reformuler. Vous pouvez même le faire de vous-même pour vérifier les propos. «Si je comprends bien, vous demandez cela, c'est bien ça?» Donc voilà, vous allez, vraiment montrer que vous êtes dans l'écoute et dans l'écoute active parce que vous reformulez ce que vous dit le jury. Ensuite, être dans l'observation, donc observer les attitudes. Si par exemple le jury souhaite prendre la parole, par moment vous voyez, hop, le jury ouvre la bouche, on va se taire. Mais on finit sa phrase, on dit: «Ah, j'ai vu que vous vouliez prendre la parole, je finis juste ma phrase», ou alors on se tait, on dit: «Allez-y», voilà. Mais on évite d'être dans un monologue parce que des fois, le jury peut nous poser une question, on va aller parler d'une situation émotionnelle qu'on a vécue, quelque chose qui nous passionne et du coup, on peut vite partir dans un monologue. N'oubliez pas qu'on est là pour échanger et que le jury a des compétences à cocher. Donc beaucoup observer l'interlocuteur et faire preuve de coopération. On sourit, on acquiesce et on rebondit. On est dans un échange. Ensuite, essayez au maximum d'être calme, donc s'adapter aux demandes du jury. Le jury, par moment, il peut chercher à vous amener vers une réponse ou tester votre capacité d'argumenter. Donc, ne pas essayer de s'agacer, enfin, ne pas s'agacer, de se dire que c'est OK et que c'est normal, que le jury va aller plus loin. Si par exemple il dit: «Bah non, c'est pas ça, qu'est-ce que vous feriez d'autre et qu'est-ce que vous pourriez proposer d'autre?» Moi, j'entraîne beaucoup mes candidates à aller voir un petit peu, bah, qu'est-ce qui se cache derrière, et le jury, ça peut être aussi amené à faire ça pour corriger une erreur, voir si vous avez d'autres ressources. Faire attention, l'oral n'est pas un jeu de pouvoir ou de rapport de force. N'essayez pas d'avoir raison et restez, plutôt ouvert et réceptif aux suggestions du jury. Vous répondez au jury en montrant que vous accordez un intérêt à ce qu'il vous dit. Si par exemple, il vous montre qu'il n'est pas d'accord avec, ce que vous avez, fait avec cet enfant, vous voulez dire: «Ah, je n'avais pas vu les choses comme cela, cela me donne à réfléchir». Enfin voilà, vous montrez que vous êtes calme et que vous êtes ouvert au dialogue et à l'échange. Et enfin, dernière posture et qui est très importante, c'est le charisme. Donc le charisme, c'est vraiment la qualité d'être à l'autre, susciter l'adhésion de son interlocuteur. Comment on est charismatique? Déjà, on est souple dans le corps. Donc ce qui est très important, ça va être de travailler sur la respiration, les exercices physiques pour ne pas se présenter comme ça le jour du jury. Établir un lien direct avec l'auditeur. «Bonjour, je m'installe ici», enfin voilà, on sourit et on parle, on les rencontre. On écoute et on se synchronise. On peut essayer d'imiter si quand le jury est en recul, on se met en recul, le jury est en avant, on se met en avant. Voilà, on va essayer, de se synchroniser à notre interlocuteur. On va utiliser l'espace, donc ne pas hésiter à appuyer vos propos avec vos mains. Montrer que vous êtes là et que, vous êtes en train vous êtes en congruence. En congruence, c'est-à-dire que ce que, vous expliquez, vous le ressentez à l'intérieur. Donc, c'est que l'interlocuteur sente que ce que vous dites, vous le vivez. Donc plus vous allez, ajouter du non-verbal, du paraverbal avec, des intonations, en racontant les situations et les expériences, plus ça va montrer votre charisme et votre prestance. Donc, ce qui est important aussi pour être charismatique, c'est d'être en contact avec ses sensations internes. Donc, de les identifier, de le dire: «Oh, je suis un petit peu stressée, cette question, elle me bouscule un petit peu». Il y a aucun souci de dire ça. Le jury sait qu'on va être stressé et d'accepter de ressentir ça. La personne charismatique, elle est unique et originale, donc n'hésitez pas, pendant votre oral, à montrer vos particularités, vos talents. Vous pourrez faire des petits, bah, montrer, voilà, si vous avez une vraie capacité de communication, n'hésitez pas à montrer qu'un jour vous avez pu gérer un conflit entre 2 collègues, qui ont commencé à s'insulter devant les enfants. Et bien voilà, comment vous vous êtes positionné à ce moment-là, parce que vous avez fait une formation en communication non violente, et bien voilà, vous montrez que vous êtes un vrai médiateur. Ensuite, les postures à adopter devant le jury. Donc, écoutez la question jusqu'à la fin, ça on en a déjà parlé, de ne pas interrompre, même si on a déjà compris qu'on est quelqu'un qui percute très vite, on ne se précipite pas. Le jury, il va noter 2 choses dans votre réponse: le contenu, donc le vocabulaire et ce que vous dites, mais aussi l'intention. Donc, évitez de répondre au tac. Prenez quelques secondes pour réfléchir. Et vous pouvez aussi noter la question pour pouvoir organiser votre réponse.
Faire attention au type de questions. Donc, on va parler juste après des types de questions. Il y a des questions, on va vous demander de décrire, donc il va falloir donner toutes les étapes. Il y a des questions, on va demander de citer. Citez-moi 3 moyens de lutter contre la constipation. Donc, vous pouvez utiliser vos doigts à ce moment-là. Donc, le premier moyen, le deuxième moyen, comme ça, vous ne perdez pas le fil. Et si on vous demande d'expliquer, bah, vous allez devoir donner les raisons, le pourquoi. Donc, vous allez devoir donner un argumentaire. Essayez de faire des réponses concises d'1 à 2 minutes, toujours en regardant les attitudes du jury. Donner des preuves et des informations sur, les réponses. Donc c'est-à-dire illustrer avec des exemples. N'hésitez pas, dès que vous avez une question théorique, d'aller appuyer avec quelques exemples et d'éviter l'agressivité ou de rentrer dans un débat. On est dans une posture, on va montrer sa motivation, on est dans une posture, on va dire, constructive, où on va plus être là pour résoudre, le problème, essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là avec le jury, hem et peut-être d'exprimer le besoin que vous percevez chez l'autre. «J'ai l'impression que ma réponse ne vous a pas convenu», ou «Ça me met en incertitude». Enfin voilà, de montrer ce qui se passe pour vous plutôt que de rentrer dans un débat, et de s'énerver. Donc ça, c'est vraiment très, très important, d'essayer de maximum de rester calme. Marie, Oui? petite question en live sur ce sujet d'Anaïs. Pendant qu'on nous pose les questions, est-ce qu'on peut noter, par exemple, donner 3 exemples, histoire de ne pas oublier la question? Oui, oui, et vous le dites, vous le stipulez au jury, je prends note de la question et vous leur demandez au début: «J'ai prévu une feuille pour noter les questions, est-ce que, c'est possible?» Donc vous laissez vraiment, la possibilité au jury de vous dire oui ou non. Il y a des jurys qui peuvent vous dire non, je ne vois pas pourquoi, mais c'est possible, hein, on a tout type de jury, tout type d'humain, donc il y a des personnes qui vont peut-être vous dire non, mais voilà, vous pouvez, leur demander si c'est possible pour vous de noter et comme ça, quand vous notez la question, vous prenez le temps de réfléchir à votre réponse. Donc, comment se préparer à répondre? Donc, c'est très bien quand on a fait la relecture du référentiel et de notre livret, d'anticiper les questions qui pourraient nous être posées. Donc, de se dire, dans cette situation, j'ai parlé d'hyperthermie, il pourrait me demander quels sont les signes d'une hyperthermie, quelle est la complication, est-ce que j'ai déjà vécu des situations plus difficiles que celles que j'ai présentées. Donc, voilà, d'aller chercher derrière chaque situation que vous avez heu, expliciter dans votre livret 2 quelles questions annexes le jury va pouvoir vous poser. N'hésitez pas à constituer une liste de mots-clés et d'exemples différents de ce que vous avez écrit. Je pense par exemple à une candidate que j'ai accompagnée au CAP qui avait parlé, d'une activité, alors je ne sais plus ce que c'était peut-être de la peinture et bien en fait elle avait préparé une petite, feuille avec une activité, sensorielle et elle avait expliqué l'intérêt pédagogique, comment elle s'organise et donc du coup, au-delà de son livret, elle s'était aussi préparée à d'autres exemples parce que le jury va pouvoir aussi se centrer sur, par exemple, pour les AP, la rubrique A, vous avez listé les différents maladies que vous avez, pu accompagner, bah, ils vont pouvoir vous demander, bah, vous avez parlé d'otite ou d'asthme. Vous Est-ce que vous pouvez nous expliquer un exemple où vous avez, accompagné un enfant qui avait une crise d'asthme? Donc c'est important d'avoir tous ces exemples en tête et de savoir quelle posture vous avez adoptée, avec du vocabulaire. Ensuite, bah, notez la question, donc ça on en a déjà parlé et évitez les réponses approximatives et non structurées. Donc prenez quelques secondes. Je vais commencer par vous définir les termes et puis je vais vous donner un exemple ou je vais commencer par vous présenter un exemple et avec cet exemple, je vous expliquerai plus en détail, ce qu'est, la PMI, si par exemple c'était une question sur la PMI. Alors maintenant, je vais vous parler des différentes questions. Les questions, plus personnelles. Donc ça, c'est les questions, qu'on va avoir, suite à la présentation. Pourquoi avoir choisi ce diplôme? Donc ça, c'est important de le stipuler, de le préciser et de connaître la différence entre les différents diplômes de la petite enfance. Quelles sont les spécificités de chaque diplôme? Dans votre parcours, vous parlez de révélation, dites-nous en plus. Donc si à un moment donné, vous avez dit: «Je sais que je voulais travailler dans la petite enfance», oui, mais de le savoir, ça ne dit pas le pourquoi. Parce que j'ai toujours voulu prendre soin des jeunes enfants. J'ai toujours aimé répondre aux besoins. Enfin voilà, il va falloir aller argumenter qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été la révélation à ce moment-là. Moi, je suis une personne qui suis très à l'écoute et pour moi, c'était, bah, voilà, donc d'aller argumenter chaque mot que vous allez expliquer.
Pourquoi faire une VAE aujourd'hui? Donc ça, vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, vous avez des parents employeurs ou vous avez une maison à rembourser et que c'est impossible pour vous d'aller sur les bancs de l'école, même si vous auriez aimé y aller. Comment éviter l'épuisement professionnel? Si vous parlez à un moment de fatigue, de stress, eh bien, vous pouvez parler de toutes vos ressources que vous mettez en place en dehors de vos temps de travail. Donc moi, je suis quelqu'un qui me balade beaucoup, qui fait beaucoup d'activités créatives, je sais me ressourcer. Donc, je peux voir au-delà de la posture professionnelle, quelles sont vos attitudes, pour prendre soin de vous. Et que vous a apporté ce parcours de VAE d'un point de vue personnel et professionnel? Donc ça, c'est important, c'est une question qui est assez, commune. D'un point de vue personnel, ça m'a appris à m'organiser, à, par exemple, le soir, me faire un planning de travail. D'un point de vue professionnel, ça m'a permis de réactualiser mes connaissances. Ça m'a permis de prendre du recul avec ma pratique. Ça m'a permis de découvrir que derrière chacune de mes actions, il y avait un intérêt et il y avait des vraies valeurs pédagogiques. Donc je vous invite à prendre en photo toutes ces questions qui peuvent, vraiment vous être posées le jour J. Des questions aussi par rapport aux connaissances. Quelles sont les lectures et les pédagogues qui vont influencer votre pratique? Donc c'est important d'avoir, des idées de titres, de pédagogie. Si par exemple vous avez parlé de Montessori, qui est Montessori? C'est quoi sa pédagogie? Donc que vous puissiez l'expliquer avec des mots simples. Vous n'avez pas besoin de faire une conférence sur Maria Montessori, mais voilà, de savoir qui est cette personne et quelle est cette pédagogie. Si vous abordez un terme, donc n'importe quel terme, là j'ai mis coéducation, mais ça peut être, érythème fessier, objet transitionnel, comment vous l'expliqueriez? Donc ça, c'est aussi très important de faire vos propres définitions. Moi, je ne vais pas vous inviter à apprendre des définitions par cœur, parce qu'en fait, le jury va le sentir que ce n'est pas vos mots, mais voilà, plutôt vous, quelle définition je ferais de ces termes-là? Si on vous demande, par exemple, de définir un PAI. Donc, le PAI, vous pouvez commencer par dire ce que c'est que les initiales et d'expliquer, à quoi ça sert, d'expliquer qui le signe, mais aussi de donner un exemple. Si vous avez jamais utilisé de PAI, de dire: «Ah ben, j'ai vu quand j'ai fait, un remplacement en crèche, il y avait un PAI pour un enfant qui était allergique à l'œuf» et du coup, vous racontez ce que vous connaissez du PAI ou: «Je suis assistante maternelle, j'ai jamais eu de PAI, par contre, j'ai une collègue qui accueille un enfant porteur de handicap et je sais qu'elle a un PAI. J'ai déjà consulté, brièvement, ce PAI pour me rendre compte de ce que c'était ou je suis allée chercher sur internet». Donc dans votre, réponse, vraiment pensez à définir, à expliquer ce que vous connaissez et aller chercher des exemples. Et quand vous avez une question sur la différence, donc là, j'ai pris différence entre AP et EJE, mais ça peut être quelle est la différence, hem, entre, bon, j'ai pas quelque chose qui me vient, mais on va rester sur AP et EJE. Vous allez parler de la différence des compétences et du métier, mais vous allez aussi parler du fait que ce sont des choses qui sont aussi complémentaires. Par exemple, si on vous demande quelle est la différence entre le projet PEDA et le projet éducatif, vous allez dire la différence, mais vous allez aussi dire pourquoi c'est indispensable d'avoir les 2 outils. Donc dès qu'il y a le mot, quelle est la différence? Essayez aussi de trouver la complémentarité de ces 2 choses. Et enfin des questions d'approfondissement. Donc c'est là où vous allez devoir le plus travailler, c'est, d'écrire des situations, autres que dans votre livret 2. Donc, moi ce que j'invite vraiment à faire, c'est de reprendre tous les blocs, toutes les activités que vous avez écrites et de vous faire une petite liste de tous les autres sujets que vous avez suggérés et ceux que vous avez envie de présenter à l'oral. Parce que le jury peut vous amener, si vous avez parlé d'une adaptation, par exemple, qui s'est très, très bien passée, eh bien, ils peuvent vous demander: «Est-ce que vous avez dû gérer déjà, beaucoup de stress autour d'un temps de familiarisation?» Eh bien, vous allez peut-être tout de suite dans votre tête voir la situation la plus stressante. Eh bien, c'est peut-être pas celle-ci que vous auriez envie d'exposer le jour J. Par contre, si à l'avance vous avez écrit sur un papier, adaptation de Cévennes, adaptation de Léa, du coup, vous avez 2 idées d'adaptation avec des enjeux et c'est celle-ci que vous allez pouvoir présenter le jour J. Donc ça, c'est très important d'aller réfléchir à d'autres situations que je veux décrire et ou sur lesquelles je peux argumenter devant un jury. Si on vous pose cette question, quels sont selon vous les points essentiels d'un temps de familiarisation? Replongez-vous dans votre organisation, comment vous avez mis en place ces temps de familiarisation et qu'est-ce qui ressort le plus et qu'est-ce que vous n'oubliez jamais? Quand on vous demande les points essentiels, c'est vraiment qu'est-ce qui est indispensable pour ces moments-là? C'est l'accueil,
c'est les outils et c'est créer du lien et faire que les personnes se sentent à l'aise. Donc voilà, c'est vraiment d'aller, synthétiser et réfléchir à qu'est-ce qui est essentiel. Parce que des fois, on va trop partir dans tous les détails. J'ouvre la porte, je fais visiter mes locaux et en fait, le jury veut juste que vous synthétisiez. Décrivez-nous les étapes d'un, DRP. Donc les étapes, il faut bien penser. D'abord, je vérifie la propreté du lieu. Donc est-ce que, le plan de change est désinfecté? J'ai une tenue propre, les ongles courts, donc vous parlez de votre propre propreté. Vous parlez aussi du matériel utilisé, des unidoses, je regarde la date de péremption. Donc vous parlez de vraiment tout ce qui se passe avant le soin. Je préviens l'enfant, je l'installe et vous déroulez votre soin. Mais dans les étapes, il y a l'installation, votre propre hygiène et il y a aussi, à la fin du soin, le rangement, la désinfection et la transmission. Donc tout ce que vous avez écrit, sur votre dossier à l'écrit, ça va être important de le présenter aussi à l'oral. Et si vous avez une question sur l'intérêt pédagogique, donc là, j'ai pris l'éveil musical. Si vous avez une question un peu large sur l'intérêt pédagogique, ça va être d'aller chercher, qu'est-ce qui se passe au niveau du développement global? Le développement global, c'est le développement moteur, sensoriel, langagier, affectif et j'en oublie un, cognitif. Et bien, du coup, si on vous pose la question: «Quel est l'intérêt pédagogique?» vous allez faire un tour de tout ça. Donc dans l'éveil musical, bah, l'enfant va apprendre le nom des instruments, il va pouvoir toucher différentes matières, entendre différents sons. Donc vous allez répondre au niveau du langage, du moteur, utiliser les petites baguettes et pareil, si par exemple, on vous dit l'intérêt pédagogique de la pâtisserie, eh bien, vous faites le check de cognitif, affectif, sensoriel, éveil. Donc ça, c'est une question assez phare aussi, l'intérêt pédagogique et c'est important d'avoir le développement global de l'enfant en tête. Voilà pour les questions. Maintenant, petit point sur les derniers jours et le jour J. Donc la veille de l'oral. Ne pas, toujours penser à préparer sa tenue la veille, comme ça le matin vous n'avez pas ça à penser. Une tenue confortable, pensez que vous allez être dans une situation où vous allez sûrement transpirer, donc des matières respirantes, pas trop voyantes, pas trop décolletées, pas trop court, enfin voilà. Vous pouvez avoir les cheveux lâchés, maquillage léger, évitez, les ongles, semi-permanents, parce qu'on est dans des métiers de soins où il y a beaucoup d'hygiène, donc voilà, minimum. Pensez à votre convocation et prendre une petite collation parce que souvent en sortant, ben, on a le bide un peu en vrac. Prendre du temps pour soi, donc petit bain bougie, petit film et surtout stopper les révisions. Ça ne sert à rien de réviser la veille. Vous pouvez relire brièvement votre présentation et c'est tout. Ensuite, le matin de l'oral, petit déjeuner complet et équilibré parce que si on a le ventre vide, ben, on va moins pouvoir mobiliser d'énergie, hein, comme je vous l'ai dit au début de l'atelier. Prévoir d'être en avance, vous pouvez même, si c'est loin de chez vous, prévoir d'arriver la veille. J'ai une candidate qui a fait ça, qui avait pris un petit hôtel comme ça la veille, elle avait pris un temps pour elle, un petit resto, elle s'était couchée tôt, elle avait pas ses enfants à penser. Et le matin, quelques exercices corporels ou de respiration, un peu de yoga, juste des petits mouvements de respiration comme on a fait tout à l'heure. On écoute une petite méditation guidée de 15 minutes sur YouTube. Mais voilà, on prend soin de soi et on va libérer un petit peu tout ce qui reste bloqué pour pouvoir être souple dans le corps. Ensuite, le moment où on attend l'oral, donc la salle d'attente. Là, c'est vraiment le moment où, même si on est détendu jusque-là, le stress peut monter parce qu'en fait, on va être face à des personnes qui peuvent être hyper stressées parce qu'elles n'ont pas fait une préparation avec gazouillis. Mais du coup, ce qui va être intéressant, ça va être de se recentrer sur soi, comme si on avait une petite bulle de protection. Parce qu'en fait, des fois, on peut avoir envie de regarder les autres candidates, mais si on a quelqu'un qui tape du pied ou qui est comme ça, et bien en fait, le stress et la peur, ce sont les émotions qui sont enfin le la peur, l'émotion qui est la plus vite communicante. Donc en fait, elle va nous envahir nous aussi. Donc on se met dans sa petite bulle et on prévoit quelque chose qui nous fait du bien. Un petit livre, un sudoku, on envoie des SMS à une amie. Vous pouvez écouter un petit peu de musique, mais pas très forte parce qu'il ne faut pas louper, quand le jury va vous appeler. Donc moi, je pense plus à des petites occupations toutes simples, où vous allez, dessiner si vous aimez dessiner, voilà, avec un petit cahier. Et à la fin de votre oral, comment on conclut l'oral? Donc le jury peut vous demander, de conclure. On vous laisse le mot de la fin ou alors c'est vous qui pouvez prendre l'initiative. Donc première chose, remercier le jury. Merci pour votre professionnalisme, ce temps d'échange. Je me suis sentie vraiment, écoutée. J'ai pu montrer mes connaissances et vraiment ma posture professionnelle. Vous pouvez refaire un petit coup de motivation.
Chaque matin, je me lève avec le sourire aux lèvres de retrouver les enfants. Vous pouvez présenter vos autres projets professionnels. Moi, je suis très intéressée par tous les soins autour de la maternité. D'ailleurs, je vais me former bientôt pour être doula ou pour le portage. Donc, vous montrer que voilà, vous avez d'autres flèches à votre arc. Et vous pouvez aussi préparer une petite citation d'un auteur qui vous touche, Boris Cyrulnik, Françoise Dolto et dire au jury pourquoi cette citation vous a marqué et pourquoi elle résonne pour vous. Et enfin, je finirai cette présentation avec cette citation, du coup, de Franklin Roosevelt. Moi, je finis avec une citation: «La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui». Donc, n'hésitez pas, si vous avez des croyances qui vous limitent ou des fantasmes, d'aller vraiment travailler sur vous pour vraiment vous sentir plus épanoui et moins stressé.